Bonjour à tous, bienvenue à Muséum Connexion 2023. Je suis Claire Delongeau et je suis la directrice du salon. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette 27e édition de Muséum Connexion. Alors on va passer 2 jours ensemble autour d'un programme de conférences qui s'oriente sur 2 axes. Le premier, c'est repenser le lieu culturel et le deuxième, c'est innovation et impact. On va parler aujourd'hui, alors on va commencer avec une conférence de l'ICOM sur les enjeux et les perspectives de la nouvelle définition du musée. Puis, poursuivre, on sera sur le rôle pour la culture et le patrimoine dans l'intégration des personnes nouvellement arrivées. Et ensuite, on terminera la matinée avec jeunes publics et impact, mettre les jeunes en action. Cet après-midi, on aura un zoom sur les coups de cœur du jury du Pop-Up Store. Donc, on parlera retail. Puis, quand l'art prend soin des publics. En milieu d'après-midi, on donnera une carte blanche à l'Augure Lab numérique pour parler de numérique responsable. Et on terminera la journée avec les technologies immersives et la responsabilité environnementale. Voilà, je tiens à remercier les membres de l'Inspiration Board. L'Inspiration Board, ce sont des personnes qui nous accompagnent toute l'année pour définir ensemble les thèmes de ces conférences et puis identifier les bons speakers que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui. Je vous confie à Annabelle Turkis qui, elle, a coordonné l'ensemble du programme et qui sera avec vous pendant les 2 jours. Voilà, je vous souhaite une très très bonne conférence, 2 belles journées et un bon salon. Juliette aujourd'hui pour vous parler de cette problématique de la définition du musée qui a largement agité la communauté icomienne, pour ce néologisme, durant plusieurs années. Donc c'est l'occasion de revenir sur ce processus, de revenir sur ces enjeux et d'échanger avec vous, puisqu'on vous propose de laisser un temps à la discussion pour que vous puissiez poser des questions, réagir à ce que nous vous dirons. De la manière la plus large possible. Juliette, je te laisse te présenter. Oui, merci Émilie. Moi aussi, je remercie les organisateurs de nous convier aujourd'hui. J'étais déjà là l'an dernier et je me souviens que le débat que nous avions ouvert avait été de très belle qualité. Donc, on espère avoir des questions qui nous enrichissent et on espère vous apprendre quelque chose aussi. Donc, Émilie a fait l'essentiel de la présentation. J'étais présidente d'ICOM France ces 6 dernières années jusqu'à ce que Émilie soit élue en octobre et ce sont les années pendant lesquelles on a effectivement discuté au sein de l'ICOM de la définition du musée dans un groupe de travail qui s'appelle Define et qui continue d'exister. On aura peut-être l'occasion de parler de ces travaux actuels dans la matinée et à la suite lors de la conférence générale de Prague, celle où a été votée la nouvelle définition du musée, j'ai été élue à la présidence d'ICOM Europe. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. On va du coup commencer dans le vif du sujet. Peut-être dire 2 mots assez rapidement de ce qu'est ICOM, pour ceux qui auraient quelques... Là j'ai plus, ça y est, c'est revenu. De ce qu'est ICOM, donc vous voyez qu'il y a une vieille dame, j'allais dire, puisque créée en 1946, une association professionnelle extrêmement importante, c'est la plus importante, sinon la seule organisation professionnelle de musée au niveau international. Vous voyez quelques chiffres, 45 000 membres aujourd'hui, 140 pays, donc on a la chance d'être dans un réseau extrêmement vaste et extrêmement fourni, réuni autour d'un code de déontologie qui a été traduit dans 38 langues à ce jour et qui est un peu vraiment ce qui réunit la communauté muséale de l'ICOM sur les grands principes de déontologie, en sachant que ce code est en cours de révision. C'est un des grands chantiers dont on dira peut-être un petit mot en conclusion actuelle de mise à jour, puisque c'est bien les enjeux d'une association comme la nôtre, que d'être toujours le plus au fait, le plus up-to-date par rapport à l'environnement dans lequel nous évoluons. Alors l'ICOM, grande structure dont je vous parlais, agit via ses comités nationaux, dont ICOM France. ICOM France, qui est un comité qui réunit environ 5500 membres, donc un des plus gros comités nationaux qui existent. Ces comités nationaux sont regroupés en alliances régionales. Juliette donc vient de le dire, elle préside ICOM Europe,
qui est une alliance qui a vocation à fédérer les comités nationaux et à travailler ensemble sur les questions qui les réunissent. Et c'est vraiment une problématique majeure et importante aujourd'hui. Et puis, il y a les comités internationaux, qui sont ces comités qui réunissent les professionnels autour de thématiques spécifiques ou de centres d'intérêt communs. Alors, les plus importants, les plus célèbres, ICOFOM sur les questions de muséologie, le CECA sur les questions de médiation et d'éducation, ICOMCC sur les questions de conservation et de restauration. Je pourrais en citer plein d'autres comme Intercom, le comité sur le management et le leadership dans les musées. Donc voilà, sachez que lorsque vous adhérez à un comité national, vous avez la possibilité, et on vous encourage, on peut en parler ensemble si vous le voulez sur le stand, à adhérer à un comité international. C'est très important, ça permet de pouvoir vraiment échanger au jour le jour et sur des questions de fond avec la communauté et avec ses collègues étrangers. Et puis, vous avez des groupes de travail ad hoc qui sont proposés en fonction de l'agenda de l'ICOM, dont, et on va rentrer dans le vif du sujet, le groupe Define, qui a travaillé depuis plusieurs années, Juliette va y revenir, autour de cette question de la définition des musées, qui a donc été votée à Prague en août dernier à 92% des votants, après des années de grands troubles au sein de l'ICOM. On va y revenir. Et je voulais du coup, Juliette, commencer par te poser une question finalement évidente, mais qui permet de revenir un petit peu sur ce qui a motivé ce travail de définition et ce qui fait l'ICOM. C'est finalement à quoi sert une définition du musée pour l'ICOM, par l'ICOM. Pourquoi tant d'enjeux et tant d'implications des professionnels autour de cette question? Merci Émilie, merci de cette présentation évidemment très, très précise. Alors, la définition du musée, peut-être on peut mettre le slide suivant. La définition du musée pour l'ICOM, c'est un élément qui est fédérateur et fondateur. L'ICOM appelle ça sa colonne vertébrale. C'est dire à quel point l'ICOM considère que la définition du musée est quelque chose qui est vraiment structurant et important. Ça figure dans les statuts. À quoi ça sert que l'ICOM définisse le musée? Après tout, on a tous des dictionnaires, on sait tous ce que c'est globalement qu'un musée. Pourquoi a-t-on besoin qu'une organisation internationale, qu'une organisation professionnelle décrive et donne sa propre définition du musée? Pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'abord parce que c'est une organisation professionnelle et ensuite parce que c'est une organisation internationale. Donc la définition du musée par l'ICOM, elle doit servir à caractériser ce que c'est qu'un musée pour des professionnels de musée et de facto, qu'est-ce que c'est qu'être professionnel de musée. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et puis, la définition du musée par l'ICOM, elle doit aussi servir d'unité à l'intérieur de l'organisation. C'est-à-dire qu'il est important que tous les ICOM nationaux, tous les comités internationaux de l'ICOM utilisent la même définition et soient d'accord sur les termes que met en avant la définition du musée que la plupart des comités nationaux mettent en exergue dans leurs documents, dans leurs propres documents. Alors je dis souvent qu'il y a deux fonctions essentielles dans cette définition. Elle est normative. Donc la première, c'est qu'elle dit ce qu'est un musée et elle le dit. Et on est dans une organisation non gouvernementale. Je pense, Émilie, tu l'as précisé, dans une organisation internationale non gouvernementale. L'ICOM a cette capacité à pouvoir appuyer ses professionnels dans leur propre pays, en particulier ceux des professionnels qui n'ont pas accès à un corpus juridique qui serait aussi solide que celui qu'on a la chance d'avoir, par exemple en France ou dans d'autres pays. Et la définition du musée par l'ICOM, elle est en quelque sorte opposable, c'est-à-dire que des professionnels de musée peuvent dire dans leur pays, mais attention, un musée c'est ça. Un
musée, c'est pas quelque chose où on vend les collections. Un musée, c'est pas un lieu commercial. Un musée, c'est un lieu où on conserve. Un musée, c'est un lieu où on fait de la recherche. Un musée, c'est un lieu où on accueille des publics. Si un certain nombre de conditions fondamentales ne sont pas réunies, eh bien la qualification de musée aura du mal à être retenue et à être utilisée. Donc cet élément-là, il ne faut jamais l'oublier. C'est un poids, ça pèse juridiquement dans l'activité d'un certain nombre de pays et d'un certain nombre de comités nationaux. Et puis ensuite, je le disais, c'est une organisation professionnelle. Et ça a été peut-être le sujet de la discussion en 2019. On est une organisation de professionnels de musées, 45 000 professionnels de musées réunis depuis 75 ans, c'est pas rien. On considère même qu'on est la plus grande organisation professionnelle existante. Voilà, c'est peut-être un peu crâneur de dire ça, mais enfin, il semble que ce soit quand même assez juste. Et donc, dire qui est professionnel de musée, c'est dire qui peut être membre de l'ICOM, qui peut, de par son exercice professionnel, de par les fonctions qu'il remplit, être membre de l'ICOM et participer à son activité et à sa gouvernance. J'anticipe pas sur la suite, mais ça, c'est un sujet qui est important. Je vais tout tomber. Ça, c'est un sujet important parce que cette question qui est un professionnel de musée a été au cœur du débat. Alors, on va parler aujourd'hui, non pas de la définition du musée, mais de la nouvelle définition du musée, je pense. C'est un petit peu l'actualité qui vous intéresse. Ça semble quelque chose ça a semblé ces 3 dernières années quelque chose d'extravagant, que l'ICOM se décide et se déchire sur la définition, sa propre définition du musée. Mais en fait, l'activité de définition du musée, elle est née avec l'ICOM. Et en fait, l'actualisation de cette définition, elle s'est faite à de nombreuses reprises formellement au sein de l'organisation par la force des choses, parce que les musées n'ont cessé finalement d'évoluer considérablement depuis 75 ans, vous le savez bien. Donc j'ai mis à l'écran qu'il y avait eu au moins 7 ou 8 actualisation de la définition du musée, et à chaque fois, il faut le dire, c'est sujet de débat bien évidemment. Vous voyez les dates qui sont affichées, ça indique qu'à chaque fois, c'est une définition, quand elle est réactualisée, qui doit être votée, qui doit être formellement votée en conférence générale, comme on dit, c'est-à-dire un congrès qui a lieu tous les 3 ans au sein de l'ICOM, et elle doit être formellement votée puisqu'elle figure dans les statuts de l'ICOM. Elle doit donc être soumise au vote des membres, et le vote est toujours un peu un suspense, parce que pour pouvoir changer les statuts de l'ICOM, il faut 2/3 des votants, et donc il faut que la définition remporte une certaine adhésion pour pouvoir être votée. Voilà. Alors, on a déjà évoqué rapidement Kyoto et la crise de Kyoto, maintenant ce qui est connu à l'ICOM comme la crise de Kyoto. Pour l'avoir vécu, on peut témoigner de l'acuité, presque de la violence des débats qui ont eu lieu ce jour de septembre 2019, qui a vraiment été un moment de rupture, avec un risque, je pense, de schisme de l'ICOM qui a été réel. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé à Kyoto? Pourquoi ce moment de crispation intense? On va y revenir à travers finalement l'examen et l'étude de ces définitions, celle de 2007 qui était donc sujet à révision, la proposition de 2019 non adoptée et la proposition d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a évolué conceptuellement? Qu'est-ce qu'elles nous disent, Juliette, ces 3 définitions? Merci Émilie. Alors, elles sont affichées à l'écran. On va faire des allers-retours sur le PowerPoint pour en parler un petit peu plus, mais je vous laisse déjà vous les regarder d'un petit peu plus près en même temps que je fais la présentation. Et j'ai envie de dire, et c'est un point sur lequel je pense que ça vaudra le coup d'insister, que ICOM France, qui est en face de vous, a joué un rôle extrêmement majeur à l'intérieur de l'ICOM dans le débat qui s'est déroulé autour de la définition
du problème de la définition des musées. Alors, vous voyez, on a trois exemples. La définition de 2007, même rien qu'à les regarder comme ça, on voit que la définition de 2007, celle qui était en place depuis 12 ans, depuis pas mal de temps, elle est très brève, elle est très courte, elle est très sobre. Elle est sobre, elle est aussi assez facile à traduire. C'est pas peu de choses de parler de la traduction, parce que si on veut qu'elle soit universelle, si on veut qu'elle corresponde qu'elle soit acceptable par tout le monde, il faut qu'elle soit, il faut que chacun puisse se l'approprier dans sa propre langue. Donc celle de 2007, elle est très simple. Elle dit un musée est une, je vais lire là, une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel. Ça, c'était une introduction en 2007 de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Elle est simple, elle est simple. En 2016, je refais un peu l'histoire, peut-être on peut aller 2 slides plus loin. En 2016, on était réunis en conférence générale à Milan et les membres ont considéré que cette définition de 2007, pour claire qu'elle soit, avait un certain nombre de lacunes et un certain nombre de mots que les uns et les autres voulaient pouvoir rediscuter et éventuellement transformer. Et donc, s'est lancé à ce moment-là un groupe de travail qui ne s'appelait pas Define, qui s'appelait Comité pour la définition du musée, perspective et potentiel, MDPP, c'était un petit peu de l'histoire. Et ce groupe de travail, sous la houlette d'une présidente d'origine danoise, Jette Sandal, femme extrêmement investie dans la problématique des nouveaux musées, on va dire, qui avait été fondatrice et créatrice d'un musée musée du féminisme, musée des femmes au Danemark, qui avait vécu beaucoup en Amérique du Nord, a piloté ce groupe de travail qui a fonctionné pendant 2 ou 3 ans. Et ce groupe de travail a produit 2 choses. Le premier, la première chose, ça a été un rapport, et la deuxième chose, ça a été une proposition de définition à l'issue de ce rapport. Je m'arrête sur les 2 parce que je crois que c'est important à dire. Le travail de ce groupe a été non pas limité à l'idée de refaire, de rédiger ou d'améliorer ou d'amender ou d'actualiser une définition, mais vraiment un travail de réflexion très approfondi sur ce que les musées étaient en train de devenir et sur ce qu'étaient, de leur point de vue, les missions à venir des musées. Donc on n'est pas simplement dans un travail linguistique ou dans un travail, disons, de formulation d'un terme rassembleur. Le rapport, le groupe de travail s'est mis à réfléchir d'une façon très intense sur ce que les musées étaient en train de devenir. Et ce rapport, quand il est sorti en janvier-février, je crois, quelque chose comme ça, de l'année 2019, fameuse année 2019, est passé relativement inaperçu, alors que sa lecture mérite d'être reproposée. Et le rapport, il est sur le site d'ICOM France, il est sur le site de l'ICOM naturellement. Et je vous invite quand même à un jour, vous avez un petit peu de temps, il existe en français, il fait 15 pages, allez le relire. Parce qu'il dit à la fois des choses qui sont extrêmement importantes sur la place que les musées se mettent à occuper dans la société, sur le rôle social des musées, sur les mots-clés qu'on a aussi, nous, dans notre loi, la démocratisation, l'éducation, le rôle que les musées doivent jouer. Et en même temps qu'il dit ces choses qui sont extrêmement importantes, il porte
des éléments de clivage extrêmement forts en opposant d'une manière que j'ai estimée, moi, personnellement, très politisée, la manière dont, finalement, certaines régions du monde conduisent leurs musées et dont d'autres régions du monde conduisent leurs musées. Donc, on arrive à quelque chose où on lit, je cite, quand même, c'est important, les musées occidentaux n'ont été conçus que pour abriter leurs pillages coloniaux. J'ai souvent cité cette phrase. Je le dis parce que c'est important de voir que le rapport, la mission, le groupe qui a travaillé s'est posé la question très fondamentalement de ce qu'étaient les musées. Après 2019, on a vu que ces termes-là, qui sont choquants, qui sont provocants, je les donne pour vous donner idée de la manière dont on a sauté au plafond, nous, quand on l'a lu. Mais si vous regardez l'actualité, si vous voyez le débat qui a lieu sur un ensemble de sujets aujourd'hui, notamment le sujet sur les restitutions, la décolonisation des musées, on voit bien que ce rapport ne dit pas des choses qui sont pensées par une minorité. On voit bien que ce sont des débats qui sont importants, qui sont des débats finalement extrêmement sérieux et extrêmement politiques, vous le comprenez. Donc la présidente de ce groupe est très inspirée par cette notion que les musées ont à se transformer de manière assez radicale dans un avenir immédiat, et elle conduit son groupe à formuler les termes d'une définition du musée qui va être le reflet de sa propre pensée. Et comme par ailleurs ce rapport est à la fois très documenté et très intéressant, un certain nombre d'éléments passent inaperçus au moment où il est publié. Alors, je saute un peu. On publie ce rapport. Il est publié en février ou quelque chose comme ça. Et en même temps, pratiquement dans la chronologie, le LICOM lance une consultation auprès de tous ses membres, 45 000 membres, on était un peu moins de 45 000 à l'époque, pour demander à chacun de dire, comme ça lui passe par la tête, quelle est pour lui ou pour elle la définition idéale du musée. Sort, je reste dans ma chronologie, sort en mai-juin une remontée de 269 propositions de définition des musées. C'est pas considérable sur 45 000 membres, enfin c'est quand même relativement significatif. Sur 269 propositions, je repasserai la parole à Émilie parce que c'est elle qui en a fait l'analyse et l'exégèse pour nous. Sur 269 propositions, certaines sont assez fantaisistes, on peut le dire, mais d'autres sont étayées, sont solides. On avait nous-mêmes à ICOM France d'ailleurs déposé une proposition. Donc on arrive à l'approche de notre congrès qui avait lieu en septembre à Kyoto. Les mois tournent, est en juin, on commence à être début juillet, et à ce moment-là, un coup de théâtre se produit, et le 25 juillet, une définition est publiée sur le site d'ICOM International, 25 juillet, qui dit voilà la définition, une seule définition, aucune des 269 définitions qui avaient été remontées des membres, et cette définition unique est là, et on dit aux membres, ben voilà, dans un mois, après un été qu'on vous souhaite reposant et bon, vous allez venir à Kyoto, faire traverser la moitié du monde pour la plupart d'entre vous, et voter cette définition. Alors on va la remettre à l'écran si vous le voulez, parce que vous allez voir que par rapport à la définition de 2007, elle est extrêmement différente à la fois dans son style et à la fois dans ses concepts. On dit, les musées sont des lieux de démocratisation inclusifs et polyphoniques, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs, reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent. Ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent des mémoires diverses pour les générations futures et garantissent l'égalité des droits et l'égalité d'accès au patrimoine pour tous les peuples. Vous savez lire, je n'ai peut-être pas besoin de la lire, mais les musées n'ont pas de but lucratif, ils sont participatifs et transparents, et ils travaillent en collaboration active avec et pour diverses communautés afin de collecter, préserver et étudier
interpréter, exposer, améliorer les compréhensions du monde dans le but de contribuer à la dignité humaine, à la justice sociale, à l'égalité mondiale et au bien-être planétaire. Alors, quand évidemment en plein été, on tombe sur cette définition, on est quelques-uns, y comme France en tête, mais loin d'être seul, à réagir, à se dire il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans et on a du mal à comprendre quoi du premier coup, si vous voulez. C'est un peu parce que la plupart d'entre nous n'avons pas lu le rapport, parce que la plupart n'ont pas regardé les 269 propositions, ne savent même pas qu'elles existent. Et alors on se met à quelques-uns et finalement au 15 août, on se retrouve à 27 comités nationaux demandant à la présidente de l'UQOM de ne pas soumettre cette définition au vote et de la reporter, non pas de l'annuler, on voulait en débattre, mais de la reporter, qu'on ait le temps d'y travailler un petit peu. Donc je détaille un peu là maintenant, mais on va peut-être le faire à deux voix avec Émilie. Alors qu'est-ce qui choque dans cette définition, à part sa longueur, probablement sa difficulté à être traduite, je le redis, la traductibilité, si j'ose. Le néologisme est extrêmement important. Il faut que tout le monde parle la même langue, vraiment, dans une définition. Alors ensuite, à part ça, on a d'abord les lieux, les musées ne sont plus des institutions permanentes. La notion de faire disparaître la notion d'une institution permanente est la première chose qui frappe dans cette définition et qui doit vous frapper et qui est voulue naturellement. Un musée n'est pas une institution, c'est un lieu. Donc c'est un lieu qui peut être mouvant, qui peut ouvrir, qui peut fermer, ce qui est, vous l'entendez au premier mot, assez contradictoire avec la notion de conserver, des collections dans une réelle durée, avec des moyens et des compétences associées à cette conservation. Donc ils ne sont plus des institutions permanentes, mais des lieux qui ne sont plus des lieux de conservation en première intention, mais des lieux de démocratisation. Ça, on l'avait dans notre loi aussi, musée de 2002, le mot de démocratisation, mais il est positionné d'une manière qui est forte, en tout premier mot, inclusif et polyphonique. Alors ce mot d'inclusif maintenant, il a fait ricaner aujourd'hui. Il est, je crois, on l'a repris d'ailleurs dans la définition de 2022, il est beaucoup plus popularisé. Il a pris sens, même si c'était un anglicisme, il a pris sens. La notion de polyphonique fait bondir parce que la notion de polyphonique, elle conforte la banalisation du musée. Et polyphonique, un lieu de concert, beaucoup de lieux qui accueillent du public peuvent être dits polyphoniques. Ça ne caractérise plus un musée. Et ensuite, à l'avenant, dédié au dialogue critique sur les passés et les futurs, on n'est pas contre cette idée qu'évidemment les musées sont dédiés au dialogue et puis au dialogue critique, et puis sur les passés et sur les futurs, naturellement. Mais mis dans cet ordre-là, on voit bien que c'est mettre d'emblée et volontairement très au second plan ce que nous estimions, un certain nombre d'entre nous, comme étant le rôle fondamental du musée, c'est-à-dire de conserver, de collecter, de documenter, de rechercher, de façon à transmettre à ces publics, qui ne sont plus là d'ailleurs, à ces publics des moyens d'accéder à une connaissance sur son histoire et de la partager. Je continue rapidement, mais on parle des conflits et des défis du présent, donc on est dans une terminologie quand même assez politisée. On parle d'artefacts, on parle plus de collections, artefacts et spécimens. Ensuite, on parle de garantir l'égalité des droits, l'égalité d'accès au patrimoine, les pouvoirs de contribuer à la dignité humaine, à la justice sociale, à l'égalité mondiale, au bien-être planétaire. Ces notions-là, évidemment, les musées y contribuent, mais ça fait un drôle d'effet de le trouver dans leur définition, dans la mesure où, pour nous, à ICOM, on s'est toujours targué, on a toujours eu la fierté d'être une organisation professionnelle et non pas une organisation politique, d'être une organisation dédiée à l'excellence professionnelle à l'intérieur de nos musées et non pas une organisation de droits de l'homme, une organisation humanitaire, même si, bien évidemment, la notion de toutes ces notions-là font partie des éléments que nous trouvons importants. Donc, à la fois le contenu de cette définition nous fait un peu sauter au plafond, et ensuite la méthode que j'ai décrite très rapidement avant sert largement à invalider
le processus. On estime assez nombreux que le principe même n'est pas très démocratique, de nous soumettre quelque chose, une seule définition, alors que 269 ont été remontés, et de le faire en pleine césure pour la moitié du globe, pas l'autre moitié, mais enfin une moitié du globe. Et donc, on arrive à Prague, à Kyoto, pardon, en septembre 2019, avec ce sujet-là qui va évidemment occuper le devant de la scène, et à l'intérieur de l'organisation des clivages et des conflits d'une très grande intensité, comme l'organisation n'en avait pas connu depuis longtemps. Bien sûr, elle a connu des tas l'organisation ne survit pas 75 ans sans connaître pas mal de méandres et de conflits, mais on arrive et c'est une ambiance de conflit, une ambiance très très difficile véritablement, qui s'installe. Alors nous, on prend largement, je crois, la tête d'un mouvement qui ne demande pas qu'on interdise à cette définition d'être soumise au vote, mais que la soumission au vote soit reportée dans un autre timing, dans un autre calendrier. On estime qu'on n'est pas prêt et qu'on a des arguments à avancer pour demander très fermement et très fortement que l'on se prononce aussi sur le caractère d'organisation professionnelle et sur le maintien à l'ICOM d'un caractère d'organisation professionnelle. On voit bien que derrière les mots, il y a une tentation de transformer l'ICOM. Donc on en appelle à un processus plus démocratique et finalement on obtient gain de cause. La présidente refuse de reporter le vote. Elle soumet cette définition au vote et 71% des membres présents, il y a à peu près 4000 membres dans chaque congrès, votent pour le report, c'est-à-dire contre, disons, cette définition, et pour le souhait que l'ICOM reparte dans une autre réflexion sur sa définition, son sens et sa terminologie. Peut-être, Émilie, puisque tu avais beaucoup travaillé sur les 269 propositions, tu as envie d'en dire un petit mot ? Oui, un petit mot rapide, effectivement, parce qu'on s'est prêté à un jeu sur les termes, en analysant finalement tous les termes qui avaient été proposés dans les 269 définitions, en les prenant, en les regroupant par famille quand ils n'étaient pas exactement les mêmes, c'est-à-dire quand on disait acquisition ou acquérir, on considérait que c'était une seule et même notion, et on les a classés, on en a mesuré la fréquence dans les remontées des 269 propositions pour voir à quel point la proposition qui était proposée au vote à Kyoto était finalement, elle traduisait ces 269 propositions. Et en fait, elle les traduisait très partiellement, voire très peu, puisque revenaient de manière assez fréquente un peu les fondamentaux du musée sur ses grandes missions, l'acquisition, la collecte, l'étude, l'exposition, la transmission, qui ici, dans la proposition de Kyoto, passent au second plan. Et les notions d'inclusivité apparaissaient, de polyphonie, sachez que c'est un terme qui n'apparaissait dans aucune des 269 propositions, donc là c'est vraiment une proposition du MDPP qui a été faite et qui a fait couler beaucoup d'encre, de la polyphonie à la cacophonie, il n'y a qu'un pas, etc. Et qui montre bien comment cette définition en fait n'est plus une définition, mais un statement, si vous me permettez l'anglicisme, donc une déclaration d'intention. Un texte à visée extrêmement politique, comme le disait très bien Juliette, et qui peut déconcerter. Moi, je me souviens de la première lecture, la dernière phrase, je ne vais pas la redire tout entier, mais améliorer les compréhensions du monde dans le but de contribuer à la dignité humaine, la justice sociale, l'égalité mondiale et le bien-être planétaire. À titre personnel, je me suis trouvée très démunie et pas du tout formée pour assurer tout ça. Voilà. Alors qu'une définition doit pouvoir poser en termes simples ce qui fait, j'allais dire, l'ADN commun des musées. Ici, on se trouvait avec quelque chose qui, au lieu d'inclure le plus grand nombre, en excluait beaucoup, de par ce sentiment de ne pas avoir les moyens de faire. Et en plus, ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les débats à Kyoto, de musées de pays peu démocratiques, disant, je me souviens de notre collègue iranienne, pour ne pas la citer, disant, mais moi, si je reviens chez moi avec un texte comme ça, comment voulez-vous que nous puissions l'appliquer ? Et c'est, je pense, là aussi des considérations qu'il faut que l'ICOM ait en tête quand elle travaille sur des documents, des textes, des fondamentaux,
qui ont vocation à s'appliquer à 140 pays différents. Donc voilà un petit peu la crise de Kyoto résumée. Et on en arrive à la définition de 2022. Juliette, cette définition qui est affichée à l'écran, qu'est-ce qu'elle dit de ce qui s'est passé pendant les 3 années qui ont suivi? On peut peut-être revenir sur la méthodologie d'ailleurs qui a été mise en place par la suite, qui a été une méthodologie qui est aujourd'hui présentée par l'ICOM comme un modèle de fonctionnement démocratique et sur lequel je pense qu'il est intéressant de revenir un instant pour montrer l'ampleur du travail qui a été conduit et le pourquoi de cette nouvelle définition. Merci Émilie. Pardonnez-moi, je suis trop bavarde. On m'indique qu'il ne reste pas autant de temps que je crois. Donc on va passer très, très rapidement sur ce qui s'est passé pendant... juste après Kyoto, je dis quand même que nous avons continué le travail à ICOM France et qu'on a tenu quelques mois après Kyoto un débat qui a fait date aussi dans l'histoire de l'ICOM, qui a donné lieu à une publication en anglais et en français. On en a quelques exemplaires sur le stand si ça vous intéresse. Qui s'appelait « De quelle définition les musées ont-ils besoin ?» On a tenu une journée de travail le 20 mars 2020, c'est vous dire que c'était la veille du confinement. On a eu quand même 60 ou 50 participants à notre débat, c'était quelque chose d'important. Alors, d'après ce que je vous ai dit, écoutez, on est reparti à l'ICOM avec finalement deux idées fixes. La première, c'était d'instaurer un processus démocratique pour que la définition soit l'émanation de la volonté des membres, de la volonté de la compétence des membres. Ça a été une première chose. Et la deuxième, finalement, la deuxième ligne directrice, ça a été de revenir à la formulation d'une définition qui soit utile et accessible à tous. Et encore une fois, traductible, donc simple dans son langage. On s'est posé question, comment allait-on réintroduire une démocratie à l'intérieur de l'ICOM? Finalement, ça avait été démocratique d'appeler tout le monde à donner une définition. 269 propositions étaient remontées. Le processus lui-même était plutôt démocratique. C'était finalement son utilisation qui n'avait pas fonctionné. Et un nouveau groupe de travail a été formé, qui a pris le nom de Define, co-présidé par 2 membres de l'ICOM, tous les 2 originaires d'Amérique latine, Bruno Boulon et Laurent Bonelli, un groupe très pluraliste, formé de gens émanant de tous les pays, et on s'est focalisé sur la conception d'une méthodologie participative. Alors, cette méthodologie participative qui a été inventée en marchant, qui a été inventée au fil de l'eau, partait du principe qu'il fallait que ce soit les membres qui s'expriment le plus librement possible et qu'on ait le plus de remontées possible de l'ensemble des membres. Donc la méthodologie a consisté à envoyer des consultations via les comités nationaux et via les comités internationaux, en demandant aux comités nationaux qui sont quand même, et aux comités internationaux qui sont quand même des élus de l'ICOM, qui sont quand même le Parlement de l'ICOM, d'être à la fois les organisateurs, les orchestrateurs et les synthétiseurs finalement des consultations qu'ils ont lancées. Donc on a lancé au fil de l'eau, dans une méthodologie absolument millimétrée, dont chaque date était arrêtée par avance, de façon à arriver au mois de mai dernier, c'est-à-dire 4 mois et demi ou 5 mois avant le congrès de Prague qui devait le voter. On avait à lancer 4 consultations faisant remonter les opinions des membres sur l'ensemble des mots de la définition. La première consultation a consisté à demander aux membres quels sont les mots que vous voulez voir apparaître dans une définition. Donc on leur a fait des suggestions, on a pris les mots de l'ancienne définition, on a pris les mots de la nouvelle définition, on leur demandait de s'exprimer sur quels sont les mots que vous voulez voir dans une définition. La première des surprises, qui a été pour nous une sorte de divine surprise, on peut dire, si on osait le dire comme ça a été 2 choses. D'une part que finalement
plus de la moitié des comités internationaux ont réussi à lancer cette consultation. Donc ça fait beaucoup de gens consultés. Et que dans tous ces comités, beaucoup de gens ont répondu. En France, je crois qu'on a eu jusqu'à 200 ou 300 réponses à certaines de ces consultations. Et les mots-clés, les mots que Émilie citait tout à l'heure, ce qui définit ce qu'est un musée, on a vu que d'emblée, dans tous les coins du monde, ils remontaient comme des fondamentaux. Le mot de polyphonique, le mot ne remontait plus. On a analysé ces consultations avec l'aide de consultants. On a choisi des mots, on les a triés, on les a de nouveau soumis tels qu'ils étaient triés en consultation auprès de tous nos membres. On a à chaque fois fait remonter ces consultations, suivi à la lettre ces consultations pour ne garder finalement que ce qui apparaissait en première intention, avec une méthodologie qui était complètement participative, totalement participative, où le groupe, malgré beaucoup de tentations, et notamment des tentations de ma part, s'interdisait de proposer sa propre définition. Moi, je pensais qu'en regardant comment fonctionne notre Parlement, quand on fait une loi, d'abord on l'écrit et ensuite on la soumet à l'amendement. Eh bien, on a fait un processus totalement inverse. On est allé consulter, dépouiller, reconsulter, redépouiller, reconsulter, redépouiller 4 fois de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive finalement à un ensemble de mots qui étaient les mots choisis, sélectionnés, maintenus en première position. Et on s'est exercé à ce moment-là à les mettre dans un ordre qui nous semblait être cohérent. Alors à un moment, on s'est dit, on joue un peu au petit bac, vous savez, on prend des mots et on les a formulés. Et c'est le seul moment, je crois, où on s'est autorisé à fonctionner avec notre propre dynamique et avec notre propre logique. On les a mis, on a respecté strictement l'ordre qu'avaient demandé les membres, mais on a organisé, orchestré les liaisons et on a passé beaucoup de temps sur les mots qu'on allait utiliser quand il y avait des synonymes, en s'obsédant sur un point, c'est comment sera-t-il traduit. C'est-à-dire qu'une de nos obsession a été de dire la définition doit figurer dans tous les documents de l'ICOM, elle doit donc être accessible à tous les membres de l'ICOM. 60 langues sont parlées à l'intérieur de l'ICOM, même s'il y a 3 langues officielles. Il est donc fondamental que chacune de ces langues ait sa propre version. Peut-être, si tu veux bien, on revient sur voilà, celle-là. C'est ce que j'avais proposé. Voilà. Parce qu'effectivement, sur une définition comme ça, parce que je vois que le temps file et qu'il nous reste 3-4 minutes, finalement, qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui comme travail? Parce que la question, elle est là. On a une nouvelle définition. Pour autant, le dossier n'est pas complètement clos. Et qu'est-ce qui pose encore question? On sait qu'au moment de Prague, ICOM France avait pris la parole sur certains termes. Je pense au terme de divertissement, qui peut là encore faire question. Est-ce que les musées sont là pour divertir? Est-ce que ça marche pour tous les types de musées, ce terme-là? Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on avance? Comment on l'applique? Et à quoi est-ce qu'on pourrait aboutir dans les mois qui viennent? Oui, merci de tu as raison de revenir aux fondamentaux. Donc si vous la lisez, je ne la lis pas, mais si vous la lisez, vous voyez qu'on est proche de la définition de 2007, qu'on introduit certains mots qui sont des mots qui quand même actualisent cette définition sur la diversité, sur la durabilité. On introduit le mot de communauté qui était essentiel dans l'esprit d'un certain nombre de nos membres. Le mot de divertissement a fait débat, véritablement. Nous ne le souhaitions pas, nous, en tout cas les Français, j'aurais préféré le mot d'émotion, mais il est sorti comme ça. Mais notez quand même l'ordre des mots de la première phrase. Un musée, institution permanente, but non lucratif, se consacre à la recherche, ça sort en premier, la collecte, la conservation, l'interprétation, l'exposition. C'est extrêmement important de voir l'ordre des mots parce que c'est celui qui est choisi par les membres. Alors aujourd'hui, cette définition existe en 3 langues, français, anglais, espagnol, les 3 langues officielles de l'ICOM. Et évidemment, l'enjeu, et c'est le travail qui se fait actuellement, elle est de la traduire. Et c'est dans cette... vous avez vu qu'elle a été votée à 92% des voix à Prague. Hein. C'était même une liesse, les gens se levaient, s'embrassaient, c'était après la fracture. L'ambiance était vraiment très, très festive.
En ce moment, maintenant, on a un travail sur la traduction. Le groupe Define a lancé une méthodologie qui s'adresse à tous les pays qui sont ni francophones, ni anglophones, ni hispanisants, ni hispanophones, pour qu'ils aient des méthodologies pour pouvoir traduire dans leur propre langue la définition, en se référant évidemment au texte initial et en prenant appui sur les comités nationaux, en se regroupant entre eux pour que cette définition puisse effectivement être adoptée par tous. Donc, ce qu'on peut dire de la définition aujourd'hui, c'est qu'elle est votée, et donc elle est dans les statuts de l'ICOM, c'est la définition de l'ICOM, elle est là pour un certain temps, mais au fond, si vous voulez mon point de vue, elle n'existe que le jour où elle est effectivement disséminée, où elle est répartie sur l'ensemble des 140 pays membres de l'ICOM et où chacun en a pris la substantifique moelle. Donc on est sur un travail qui dure encore au moins jusqu'en juin prochain, qui est ce travail très important de traduction de notre nouvelle définition, dont vous constaterez qu'elle est... elle a fait consensus, mais quand vous la lisez, vous constatez qu'en effet, elle est à quelques mots près très consensuelle. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai été trop bavard. Merci beaucoup pour cette présentation très précise et claire. Je voudrais savoir s'il y a des questions de la part de la salle. Oui, un instant s'il vous plaît. Oui, bonjour, Marie-Hélène Avril. Merci beaucoup pour votre exposé et ces clarifications. Moi, j'avais une question, en fait, une fois qu'elle sera traduite, donc si on se met après juin 2023 ou quelques mois après, qu'est-ce que concrètement cette définition va changer? Comment est-ce que vous voyez que les musées ou les professionnels vont se l'approprier? Parce qu'une définition, parfois, ça reste théorique. Et j'imagine que le challenge, c'est aussi vraiment que dans les faits, elle soit appliquée ou qu'elle inspire des changements. Et j'aurais aimé avoir votre vision sur ce point. La question, je la trouve difficile parce que finalement, on pourrait se dire, est-ce que ça n'aurait pas dû être l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que la définition ne devrait pas refléter les aspirations et la réalité des professionnels de musée plutôt que de se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'applique? C'est toute la différence finalement entre définition et déclaration d'intention, le fameux statement anglais qui est un peu difficile à traduire. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on en fait? Juliette avait écrit déjà penser à l'actualisation, parce qu'effectivement peut-être qu'elle sera vite remise en cause. Il est encore évidemment un petit peu tôt pour le dire, mais voilà, j'ai l'impression que cette définition elle existera, certains s'en serviront peut-être. C'est tout l'enjeu et l'importance de cette définition, c'est que nous en France on a la loi musée qui définit le musée, donc on a un cadre légal. Beaucoup de nos collègues dans de nombreux pays n'ont pas ce cadre légal. Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire? Est-ce qu'elle va être applicable dans ce cadre-là? Voilà, il faut être attentif à ça et voir comment elle va pouvoir travailler. Mais je pense que le travail de traduction qui va entamer va faire émerger justement ces problématiques-là. Je ne sais pas si Juliette, ce que tu en penses, parce que tu es plus au fait de ce travail-là, puisque tu fais partie du groupe Define, mais je pense qu'on va arriver justement aux interrogations sur la praticité de cette définition. Oui, merci. J'ajoute un mot, tu as pratiquement tout dit. Bien sûr, je pense qu'une définition doit être utile. Si elle n'est pas utilisée, si elle n'est pas utilisable, elle ne sert à rien. Il est trop tôt pour le dire. En tout cas, elle a rassemblé. Ça, je pense que c'est un point qu'on peut dire. Ensuite, je pense que la définition est inséparable à l'ICOM de ce qu'est notre texte fondateur, qui est le Code de déontologie de l'ICOM. Le Code de déontologie, 38 langues, traduit en 38 langues. Là, pour le coup, il fixe dans les détails ce que sont les obligations des membres. Et le Code de déontologie est en ce moment en cours d'actualisation. Et je pense que les deux outils sont des outils complémentaires qui doivent fonctionner, se répondre l'un à l'autre. Ensuite, oui, je pense qu'il faut déjà penser à son actualisation. Il faut toujours penser à son actualisation. Ce qui fera peut-être, c'est que entre 2020 et 2022, le plébiscite de cette nouvelle technologie, il est passé le Covid, il est passé la crise climatique, il est passé les guerres, il est passé beaucoup de choses, et que peut-être que certains d'entre nous se disent déjà comment cette définition introduit notamment les obligations des musées à préserver leur patrimoine en cas de conflit armé. Et donc, oui, c'est une vraie question. En tout cas, elle revient aux professionnels. Elle marque le retour aux professionnels de l'organisation. Je me permets de rebondir évidemment sur ce qui vient d'être dit.
sur la situation de l'immatériel, de la digitalisation générale, et sur la question du patrimoine et des collections. Et effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un musée immatériel demain? C'est sans doute un des enjeux de la prochaine définition, parce que c'est pas tout et n'importe quoi. On ne va pas s'amuser à déclarer un musée dans le métaverse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une vraie question, et c'est vrai que pour l'instant, le travail du groupe de travail sur l'actualisation du code de déontologie était assez succinct sur la question du numérique et du métaverse, des NFT, qui posent des vraies questions de déontologie, qui posent de profondes questions de déontologie. Donc là, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit très vigilant dans les semaines et dans les mois qui viennent, de ne pas passer à côté de ça, parce que je pense que c'est un des grands enjeux pour l'avenir de nos musées, et ce code de déontologie, comme on le rappelait, il fixe le cadre dans lequel on est amené à évoluer, et il doit vraiment se confronter de plein fouet à ces questions-là et de ne pas les laisser de côté. Et c'est vrai que dans la présentation qui a été faite à Prague, le sujet était peu présent. Et je pense qu'il va falloir qu'il le soit beaucoup, beaucoup plus. En tout cas, on œuvrera pour. Tout à fait d'accord avec ta réponse. Je pense que le sujet qui est au cœur de tous, c'est les publics. Donc, on le revoit dans cette nouvelle définition. On voit bien que le public est au cœur. C'est une évolution de ces 20 dernières années. Au fond, quand la loi de 2002 en France a acté la démocratisation, elle a mis le public au cœur. Et la notion de musée immatériel est corrélée à cette idée que le public accède de manière plus démocratique, peut-être, s'il accède de diverses manières, notamment à partir de son salon. Voilà, mais question à laquelle je n'ai pas la réponse. J'ai peut-être mon avis, mais je n'ai pas de réponse. Beaucoup. Merci infiniment pour cette présentation. J'ai encore une question, si c'est possible. D'accord, une toute dernière question. Une petite remarque juste sur la différence, attention, dans les termes qu'on utilise entre patrimoine immatériel et dématérialisation, donc numérique. C'est bien deux choses différentes. Le patrimoine immatériel est tout ce qui ressort des traditions, des usages, des façons de vivre, etc. Quand on parle de numérique, on est dans la dématérialisation et pas dans le patrimoine immatériel. C'est important de bien choisir les termes pour éviter des confusions dans les débats, me semble-t-il. Ah oui, tout à fait. Enfin, je n'ai rien à ajouter à votre déclaration.